la clé du succès était dans le bonheur. On croit souvent qu'on doit avoir du succès et le bonheur suivra, mais la vérité c'est qu'il faut être heureux et bien dans sa peau et le succès en affaires, en famille et en couple suit. C'est la philosophie d'Elisabeth Pellado, professionnelle des communications depuis plus de 20 ans, DJ, auteur et alchimiste du bonheur. Pendant la pandémie, Elisabeth a décidé d'entamer un travail d'introspection et a commencé à écrire l'histoire de sa vie, les personnes qui l'ont inspirée et les valeurs qu'elle a apprises en cours de route. À travers des histoires, des questions et des réflexions, elle invite ses lecteurs et lectrices à redécouvrir leur propre identité, leur histoire. Le résultat de ce travail d'introspection est Mon égrégore, un livre qui est en partie autobiographique, guide de réflexion et capsule temporelle de la culture, de l'histoire et de la cuisine du Québec. Toujours curieuse et avide d'informations sur le sujet du bonheur, Elisabeth a suivi un cours sur le Happiness Management, gestion du bonheur, de l'Université Harvard. Sa mission est d'aider les gens à redécouvrir leur essence, leur histoire, leur heureux égrégore et ainsi lancer une vague, un mouvement de positivisme et de bonheur pour reconstruire notre histoire personnelle et collective. Donc sur ce, je vous souhaite une magnifique écoute. Parfait, donc Elisabeth Pellado, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui et d'avoir accepté mon invitation à venir sur Ambitionnel. Merci à toi. Ça me fait vraiment plaisir. Puis, écoute, pour lancer la balle un peu, pourrais-tu nous parler un peu de toi, de ton parcours, afin de devenir la fabuleuse personne que tu es aujourd'hui? La fabuleuse. Écoute, moi, quand j'étais petite, je voulais être une businesswoman. Puis là, fait que je suis allée à l'école et puis j'ai réalisé que je voulais aussi être une diplomate. Toutes les choses que... En tout cas, c'était pas vrai, ça n'a pas vraiment été mon parcours, sauf que ce que j'aimais de la diplomatie dans ma tête, c'était être l'intermédiaire entre deux mondes. Puis, fait que j'ai étudié à l'université, puis je suis tombée en amour avec le marketing ou le monde de la pub. J'ai travaillé en agence de pub, puis j'ai aimé ça, mais c'était pas exactement moi. Fait que je me suis retrouvée dans les magazines pendant 10 ans, les magazines féminins. Puis ça, c'était vraiment moi. J'ai vraiment eu du fun. Fait que j'ai fait de la promotion, du PR, de la publicité, de l'organisation d'événements. J'ai touché aux 4 P qu'on apprend à l'école. Puis j'ai adoré ça. Mais les gens, je pense que la vie s'est faite. Les moments forts qu'on accroche, ben ça dépend des gens autour de nous. Puis, dans ce domaine-là, ben j'étais entourée de femmes extraordinaires, le fun, passionnées, puis on était toutes des passionnés, puis on avançait. Puis à un moment donné, on a eu une nouvelle boss, puis un autre boss, puis un autre boss, puis c'était plus la même passion, c'était pas la même énergie, le même égrégore. Et puis là, je suis partie à mon compte. Puis, moi, j'excellais à faire des relations de presse. Fait que j'appelais les médias pour mes clients, puis je disais, il faut que tu parles d'un tel, c'est extraordinaire, ce qu'elle fait, nanana. Puis, j'étais pas pire. Puis, mes clientes faisaient parler d'eux, puis après, ils pouvaient vendre leurs produits partout. Fait que j'ai fait ça pendant longtemps. Puis, à un moment donné, j'ai jamais divergé. J'ai toujours été une fille de com. J'ai toujours aimé les communications. Fait que j'ai jamais eu de aha moment où j'ai switché d'un bord. Mais j'ai toujours fait des petits ajustements comme le veut la vie. Puis, je me suis retrouvée à faire des vidéos pour mes clients. Puis, je les mettais devant la caméra. Puis là, je leur disais, parle-moi de toi. Je les coachais avant, mais au début, quand je commençais avec eux, je leur disais, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je veux raconter mon histoire pour me démarquer des autres. OK, parfait. C'est quoi ton histoire? Je sais pas, puis je suis pas à l'aise devant la caméra, puis I'm a nobody, puis nanana. Puis la religion au Québec a fait en sorte qu'elle est comme ancrée, là, même si elle est quand même pas mal partie, mais elle nous apprenait à dire, le bon Dieu est ici, toi, t'es ici, puis il faut que tu restes hyper modeste. Fait que devant la caméra, les gens étaient comme, non, je suis un nobody, nanana. Fait que je disais que je transformais les gens d'agneaux à lions. Puis au début, il était là, je peux pas parler. Puis quand je les avais bien coachés, ils disaient, oui. Puis là, ils continuaient. Puis là, je faisais, God, là, on a tout ce qu'on a besoin. On peut pas parler pendant 3 jours, let's go. Puis il y a eu le COVID. Puis j'ai continué mon chemin dans les coms, puis j'ai réalisé que je voulais écrire un livre pour aider les gens, pour partir un mouvement de petit bonheur. Puis pendant le COVID, je me sentais très, très seule, mais je n'étais pas seule pantoute. Mais j'ai voulu parler à ceux qui se sentaient seuls pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Puis je l'ai fait par l'intermédiaire de musique puis d'histoires, 18 histoires.
Puis je voulais montrer aux gens que même si des fois on se sent hyper seul, si on gratte un peu à l'intérieur, on va réaliser qu'on n'est pas seul pantoute, puis que la vie est belle. Fait que c'est pas mal ça mon trajet. Ben oui, c'est super intéressant que tu dises que tu parles, tu as aidé des gens en fait à écrire leur histoire, puis par la suite, toi, tu as écrit ta propre histoire avec ton livre. Puis comment est-ce que tu as eu l'idée du titre Mon égrégore par rapport à ton livre? Écoute, j'ai cherché. Au fond, j'écrivais 2 livres en même temps. Je suis un petit peu difficile d'attention, puis très passionnée. Fait que moi, il faut que je fasse plein d'affaires en même temps. Puis là, j'écrivais 2 livres. Puis mon premier livre, c'était plus un livre cutie. Tu sais, les petits livres que tu laisses sur la table de café, là. Puis les 100 façons de nanana. Puis je me disais, moi, j'ai comme un peu le bonheur facile. Puis, je voulais aider les gens à trouver un bonheur facile, plus facilement. Alors, j'avais commencé à écrire, c'était pendant le COVID, puis c'était quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais je m'étais jamais assis à le faire. Ben la misère à m'asseoir. Puis, fait que j'avais commencé un livre, Les 101 façons de comme trouver le bonheur. Puis, j'avais plein d'affaires, des niaiseries, tu sais, comme moi, je prends une douche congelée le matin, ça me revigore, ça réveille mes sens. Puis si tu es en train de penser à quelque chose d'autre, t'arrêtes pas mal vite tes voix négatives parce que tu es comme en survie. Ouais. Puis en même temps, tes muscles, ils se réveillent tous, puis ton cerveau se réveille, puis ça va bien. Fait que c'était plein de trucs niaiseux comme ça, des moins niaiseux, des plus intelligents, puis tout ça. Puis là, j'ai comme mis ça de côté parce que ça a comme réveillé. Je voulais écrire des histoires. Fait que là j'écrivais, là, c'était 101 tips, là. C'était comme 101 tips. Puis là, ça devenait 107 puis 117 parce qu'à force d'en faire, j'en trouvais d'autres. Puis j'ai commencé à écrire des histoires. Puis là, j'ai réalisé que je voulais commencer par lancer le livre d'histoire, d'histoire personnelle. Mais chacune de mes chapitres, il y a un playlist au début. Je commence avec une histoire, puis à la fin de l'histoire, il est arrivé quelque chose dans l'histoire, puis à la fin de l'histoire, il y a un message. Puis à la fin du chapitre, il y a des questions. Fait que je voulais que les gens, ils se posent des questions puis qu'ils trouvent leur propre histoire parce que je me disais, moi, je la trouve facilement, mon histoire, mais souvent, quand je faisais du vidéo puis je disais aux gens, bien, racontez-moi ton histoire, je suis pas intéressante puis ça, mais on est tous intéressants. Fait que c'est ça qui m'a motivée à écrire mon livre. C'était que je voulais raconter mon histoire, mais je voulais pas nécessairement parler de moi. Je voulais que les gens se retrouvent, eux, en lisant le livre. Puis, justement, tu m'as dit que tu l'avais lu puis que ça t'avait connecter des connexions au cœur. Alors, c'est exactement ce que je voulais. Puis, fait que je voulais que les gens trouvent leur histoire. Je voulais que les gens réalisent la chance qu'ils ont. On a toutes des malchances dans la vie, certains plus grosses que d'autres, mais on a toutes beaucoup de chances que souvent on prend pour acquis. Puis, je voulais donner une petite joie de vivre aux gens. En écoutant de la musique, tu te mets à chanter, tu te mets à danser, puis tu fais « Oh mon Dieu, je me souviens de ça! » Puis j'avais de la musique de 1940 pour qu'on puisse s'asseoir avec nos parents ou nos grands-parents puis qu'ils disent « Oh mon Dieu, on écoutait ça! » Puis là, tu te reconnais à travers tes parents, tu sais, en parlant d'autres choses que tu sais, on parle tout le temps du small talk, on fait tout le temps « Et il y a encore une tempête dehors, tu sais, il pleut encore, il neige encore, il fait moins 30. » Puis quand tu commences à avoir des enfants, c'est comment ils vont les enfants? Ils ont-tu commencé l'école? Mais c'est correct, mais il y a tellement de conversations super deep qu'on peut avoir nos parents avant qu'ils partent, là, ou nos grands-parents, ou nos tantes, puis on ne sait pas quand les gens ils vont partir, puis on prend toujours pour acquis qu'ils vont être là bien longtemps, puis là, des fois, la personne est partie, puis tu dis, j'aurais donc dû demander ça. Puis des fois, c'est des niaiseries, mais c'est des affaires sur lesquelles tu peux t'accrocher quand ils sont plus là. Fait que c'est pour ça que j'ai écrit mon livre, pour bien des raisons, mais au fond, je voulais raconter mon histoire pour que les gens retrouvent leur histoire. C'est ça, en fait, comme tu le disais, quand j'ai lu ton livre, il y avait beaucoup de moments qui m'ont rappelé ma situation actuelle, en fait, parce que je lisais justement ton passage avec tes grands-parents, puis au même moment, j'ai perdu ma grand-mère. Donc, c'est pour ça que c'est correct, c'était dur. J'ai pleuré, j'ai fait mon deuil. Mais c'est ça, quand je lisais ton livre, ça m'a tellement ramené des souvenirs que j'avais de quand j'étais jeune, puis de la chance que j'ai aussi d'avoir eu mes grands-parents aussi longtemps. Parce que ma grand-mère est décédée, elle avait 99 ans. Wow. Ça en allait sur ses 100 ans. Wow. Puis elle a eu la chance, en fait, d'être avec mon grand-père
pour les derniers instants de sa vie. Ils étaient à l'hôpital ensemble, puis ça allait faire 75 ans de mariage qu'ils avaient ensemble. 73 ans de mariage. Wow. 73 ans de mariage, mais 75 ans ensemble. Wow. Puis c'est ça, juste le fait de lire tes souvenirs avec tes grands-parents, tes parents et tout ça, comment on vit le deuil, ça m'a touchée dans le moment parce que souvent on se sent seul, Oui. mais au final, on est 8 milliards d'humains sur Terre, on n'est jamais tout seul à vivre une certaine situation. Puis lire les gens qui en parlent et qui s'ouvrent à nous, en fait, ça nous fait réaliser qu'on n'est pas tout seul puis qu'on peut se confier à d'autres personnes qui vont nous comprendre, qui vont être là pour nous. Donc, par rapport à ça, je voulais savoir justement, parce que moi, dans ces moments-là, souvent, j'ai trouvé ça tough puis j'ai cherché à comment est-ce que je peux développer ma résilience. Mais toi, est-ce que dans les moments plus difficiles de la vie, comment est-ce que tu fais pour garder le moral puis développer ta résilience? Ben écoute, je me parle beaucoup. J'ai des grandes conversations avec moi. Non, je te dirais que la première, c'est de faire comme si... C'est sûr que je suis pas... on peut pas être heureux 24 heures sur 24, chaque seconde, chaque minute, tout le temps. Mais quand... je me souviens, quand j'allais voir ma mère, je me disais, « Oh my God, ça se peut que ça soit la dernière fois. » Puis là, t'es envahi de négatifs, là, puis de puis tu te demandes comment tu vas en sortir. Puis je me souviens de stationner ma voiture puis de me dire, OK, ben là, il faut que j'aille à son appartement. Puis autant que j'adorais ma mère, que je voulais aller la voir, j'avais une peur qui m'envahissait, là. Puis je me disais, oh non, je veux pas y aller. Ça fait mal. Puis ça fait mal, puis tu te dis, regarde, elle est malade, puis devant eux, il faut que tu aies l'air fort, là. Tu t'en vas pas devant quelqu'un à l'hôpital ou surtout chez tes elle. parents. Ben oui, mais moi, tout ce que je peux penser, c'est que je peux pas vivre sans elle, je l'aime tellement. Même j'en parle, puis ouais, c'est ça. Je l'aimais tellement, là, puis je me disais, mais je peux pas vivre sans elle, je peux pas imaginer qu'elle soit pas là. Elle a été là toute ma vie, là, incroyable. Puis là, j'arrivais pas, puis on dirait que je me disais, ben là, j'ai pas le choix, un pas devant l'autre, puis là, je me rendais dans son appartement. Mais tu sais quoi, il y a quelque chose que je vais dire dont on parle jamais. Mais ma mère commençait à faire de l'Alzheimer. On ne savait pas si elle avait du Parkinson. Elle avait le bras qui branlait. Des fois, on ne savait pas si c'était un médicament ou quoi. Puis, je m'en allais chez elle. Puis, je restais là des après-midi de temps. Puis, je travaillais sur la table de cuisine. Puis, des fois, je me disais, travailler, tu sais, comme, elle sera plus là, tu sais, comme... Tant pis pour le deadline, tant pis pour ça. J'allais à côté d'elle, puis je tenais la main, puis à un moment donné, je me suis couchée à côté d'elle. Puis, j'ai jamais fait ça, là. Ma mère, elle vient d'un temps où il y avait tout le temps une distance avec les enfants, tu sais, puis il fallait tout le temps qu'elle ait l'air fort, puis tout ça. Mais là, je voyais bien qu'elle n'était pas forte. Puis, je ne sais pas, j'ai eu comme un instinct, je me suis mis à côté d'elle, puis je l'ai gardée contre moi, puis elle m'a dit, « ça fait du bien. » Puis c'est con, hein? C'est tout ce qu'on a de besoin dans la vie, c'est d'être collé à quelqu'un. Tu sais, quand quelqu'un tient la main, là, t'as beau dire, ça va pas, non, j'ai ça. Puis là, quelqu'un tient la main, ça va déjà mieux. Fait que pour répondre à ta question, je pense que c'est important de regarder ce que je voulais dire dans l'histoire du tabou, c'est que jamais est-ce que... Rarement est-ce que les moments sont 100% noirs. Il y a tout le temps une petite fissure où il y a une lumière, puis c'est celle-là qu'il faut aller chercher. Fait qu'est-ce qu'on fait quand c'est bien difficile, puis qu'on voit tout noir, on cherche la fissure où est-ce qu'il y a la lumière. Puis moi, ma fissure, tu vois, j'arrivais pas, là, je me disais, il faut que j'avance, il faut que j'aille dans son appartement, mais je pourrais tellement... Puis il y a bien des enfants qui le font, là, qui disent, ben là, je suis loin, je peux pas aller te voir, non. Mais... c'est facile, tu sais, c'est facile de dire, ben j'irai pas, tu sais, je peux pas, toi, vas-y, tu sais, quand t'es dans une grosse famille, là, même, tu peux être 3, puis ça va être la même affaire. Toi, vas-y, il y en a souvent un qui va plus souvent que les autres. Mais celui qui passe à travers le deuil, c'est celui qui est allé plus souvent. Parce que tu as fait la paix, tu as dit, j'ai fait le tour de notre amour. Je voulais vraiment faire le tour de notre amour, puis c'est ma mère qui était là quand j'étais bébé, c'est elle qui me tenait la main, c'est elle qui était là pour me border. Fait que qu'est-ce que c'est d'aller se coucher à côté d'elle quelques minutes puis dire, gars, je suis là, juste d'y tenir la main. Quand elle m'a dit, tu sais, c'est des affaires que tu fais instinctivement, mais quand elle m'a dit, ça fait du bien,
elle parlait pas, elle parlait presque plus, ma mère, tu sais, elle voyait pas les mots, elle voyait pas. Fait que juste, puis tu sais, des fois, je disais, je tenais la main, puis là, j'étais pour aller écrire quelque chose j'avais eu un flash pour quelque chose, puis j'étais pour aller dans la cuisine écrire, puis elle a repris ma main, puis elle a dit, va-t'en pas. Puis je fais non. Mais ce moment-là, à un moment donné, elle a levé les yeux, elle m'a regardé droit dans les yeux, puis ma mère, tu sais, elle me disait, Isabelle. Mais là, tout d'un coup, elle m'a pris, puis ma mère avait des super beaux yeux, là, bleu, gris, là, perçants, là. Elle m'a regardé droit dans les yeux, puis elle m'a dit, ma Zabette. Oh, écoute, c'était un moment magique. J'avais l'impression que j'avais une connexion comme quand j'avais 5 ans, que ma mère était là. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Ce moment-là, magique, là, je ne l'aurais pas eu si j'étais restée dans mon auto et j'avais dit, je suis pas capable. À un moment donné, tu dis, wow, je suis venue jusqu'ici. Puis juste ce moment-là, là, c'était ce que j'avais de besoin. Elle me parlait pas beaucoup. Elle passait pas son temps à dire « Je t'ai tellement aimée, t'es tellement fantastique. » Elle disait rien. Juste le moment qu'elle dit « Mazabette », puis j'ai vu ses yeux de maman, là. Puis je me disais, en ce moment, c'est moi qui fais la maman, c'est moi qui s'occupe d'elle, c'est moi qui met sa crème, c'est moi qui dis « As-tu pris tes pilules? » Puis tout ça, tu sais, elle était comme pratiquement pas là. Mais ce moment-là était là. Bien, ce moment-là, c'était ma petite percée de lumière. Fait que qu'est-ce que tu fais quand ça va mal? Tu cherches la petite percée de lumière, puis il faut jamais que tu arrêtes de la chercher parce qu'elle est tout le temps là. Oh my God, ce que tu me dis, ça me donne les larmes aux yeux. Je suis comme, ça, c'était la même chose que pour moi. Ma grand-mère était Alzheimer aussi. Puis ma mère, depuis que je suis jeune, moi, je pense que ça fait 10 ans qu'elle s'occupe de mes grands-parents. Elle va les voir à chaque fin de semaine. Puis avant, elle travaillait. Elle allait voir les soirs de semaine. Parce qu'à l'époque, mon grand-père était malade, ma grand-mère allait mieux. C'est pas facile. Puis ensuite, ça a changé. Ma grand-mère, son Alzheimer a vraiment beaucoup évolué. Puis donc, c'est rendu à que ma mère s'occupait de ma grand-mère qui était à son appartement, mon grand-père qui était à l'hôpital. Puis moi, je la voyais faire ça à chaque fin de semaine. Puis pour moi, c'est la femme la plus forte que je connaisse pour se donner autant à ses parents. Puis c'était difficile. À l'époque, elle avait moi, qui était au secondaire. Elle devait faire les soupers à la maison parce que mon père travaillait beaucoup aussi. Ensuite, elle devait aller voir mes grands-parents. Puis justement, ma grand-mère, quand elle nous a quittés, il y a presque 1 mois, je pense, justement, quand je suis allée la voir dans ses derniers moments, c'était tellement tough. Puis je voulais pas y aller parce que j'avais peur de la voir dans cet état-là et de réagir comme je réagis en ce moment. Mais juste de profiter de ces derniers instants avec elle, c'était magique. Hein? C'est ce qu'il parlait. C'est tabou, puis personne n'en parle, mais il y a des moments magiques dans des moments, des fois, horribles. Vraiment. Puis quand ma mère, elle m'a dit, va-t'en... Tu sais, moi, j'étais comme des fois un petit peu un robot, tu sais, j'étais comme, bon, je vais aller faire ça, je vais aller faire sa vaisselle, je vais aller faire ça, on aurait peut-être besoin de ça. Puis quand elle m'a pris la main, puis ça n'avait pas de force, c'était pas souvent là, tu sais, elle dormait, puis quand elle m'a pris la main, puis elle m'a dit, va-t'en pas. Tu te sens tellement. Mais oui. Je suis important à cette personne-là, même, là, je peux même pas sortir de la pièce. Mais oui, mais on vit tellement superficiellement, tu sais, ça va vite, faut que j'aille ici, faut que j'aille là. Quand est-ce que quelqu'un te pogne puis dit, j'ai vraiment besoin de toi, mais là, il y a vraiment besoin de toi, là. C'est un sentiment extraordinaire, là. C'est une connexion. Puis la vie, c'est des connexions. C'est ça. Puis tu veux pas manquer cette connexion-là. Fait que même si c'est difficile, puis c'est horrible, puis tu as le goût de rester chez vous couché, faut que tu te lèves puis tu ailles voir cette personne-là. Puis ça, il n'y a pas assez de monde qui le font. Quand ma mère est décédée, finalement, elle est décédée à l'hôpital, il a fallu qu'on la transporte, elle est en soins palliatifs. La madame à côté mourait tout seul. Il y avait plein de monde qui mourait tout seul. Puis cette connexion-là est importante. C'est tellement triste. Ça me brisait le cœur. Tu sais, je voulais aller tenir la main à tout le monde, mais j'étais comme déjà occupée. Tu sais. Mais on vit de connexion. C'est la connexion qui compte. Ben c'est ça. Puis c'est ça que ça m'a fait réaliser aussi quand ma grand-mère nous a quittés. C'était, est-ce que je passe assez de temps avec les gens que j'aime? Est-ce que je pose les bonnes questions? Quel genre de connexion est-ce que j'ai avec les autres? Puis là, je regardais mes parents, j'étais comme, on devrait passer plus de temps ensemble. Oui. Je devrais faire plus d'activités avec eux, tu sais. Puis ça m'a fait réaliser aussi à quel point la vie est éphémère. Tellement. Puis à quel point c'est rapide. Ça a l'air long. Moi, j'ai 22 ans, on s'entend, comme dans ma tête, j'ai tout le reste de ma vie devant moi. Mais ça va vite. Ben c'est ça. Puis quand je vois tout le monde autour de moi, justement, parce que dans notre tête, j'ai l'impression, surtout avec nos parents, nous, on vieillit, puis eux, ils vieillissent pas, parce que c'est nos parents. Puis des fois, on s'arrête pas pour prendre le temps de voir qu'eux aussi, ils vieillissent. Ah ouais, puis que la vie continue quand même, que oui, nous, on grandit, mais eux aussi en même temps, tu sais. Ah ouais. Fait que c'est ça que ça m'a fait réaliser. Puis comme, pendant 1 semaine, j'ai fait comme, wow. J'ai tellement eu de questionnements, je me suis tellement posé de questions. Puis aussi, ça m'a fait réaliser moi-même
est-ce que j'ai des fois des pensées ou des choses qui sont plus superficielles, admettons, comme j'aime dire que ben, tu sais, ah non, mais je vais pouvoir me reprendre un autre jour, comme c'est correct, il me reste encore plein de temps. Ah, on fait beaucoup ça. Mais c'est ça, puis on remet tout le temps tout à erreur. demain. Mais c'est ça. Ça te fait réaliser dans ces moments-là que comme t'as pas à remettre tout à demain. Des fois, il y a des choses que tu dois faire aujourd'hui parce qu'il y aura peut-être pas de lendemain. Puis ça demande un effort. Puis on est dans un monde où on n'a pas le goût de faire des efforts. On veut la solution vite, la lumière qui scintille. Il faut que ça aille vite. Mais ça, là, les moments que tu as passés avec ta grand-mère, puis moi avec ma mère, puis avec mon père, c'est des moments qui vont lentement, mais c'est le fort. Meaning of life. Ouais. C'est la connexion. Fait que, tu sais, des fois, c'est peut-être mieux de pas aller au bar, ou au cinéma, ou à la grande sortie, au grand gala. Quand j'étais jeune, moi, tu sais, on m'invitait à un gala. J'étais comme, cool, un gala, je vais mettre la belle robe, je vais tout être maquillée, ça va être le fun, on va rencontrer plein de monde. Mais bien souvent, c'était bien plate. Mm-hmm. Puis j'avais plus de fun, des fois, rester avec des gens plus vieux qui me racontaient quand eux autres sortaient, puis tout ça, puis j'étais comme pâmée, là, c'était excitant, là, puis c'est encore une connexion, tu sais, fait que il faut prendre le temps, il ne faut pas toujours aller sur les affaires vite. Il faut prendre du temps avec les gens qu'on aime. Exact. Puis écoute, parlons de prendre du temps avec les gens que t'aimes, puis tout ce parcours de deuil, d'histoire personnelle. Est-ce qu'il y a un moment, en fait, dans ta vie ou plusieurs moments, en fait, qui ont marqué comme un tournant pour toi, où tu as vraiment senti qu'il y avait une différence entre la personne que tu étais avant puis la personne que tu es devenue après? Bien, je pense qu'il y a des gens qui ont des gros aha moments, là. Puis je pense qu'on a ça dans la vie, puis on a des moments où on évolue. Je pense que j'ai toujours des petits moments d'aha, d'évoluer, rien qui me vient en tête. Mm-hmm. Comme je te dis, j'ai toujours été en communication. Ça fait longtemps que je suis mariée. Comme j'ai jamais eu de tournant là, incroyable où tout allait mal, puis là, tout allait bien. Par contre, j'ai toujours eu le bonheur un peu facile. Puis le bonheur venait moins facilement quand j'ai vieilli. Puis là, mon père a commencé à être malade. Après, mon père est décédé. Ma mère a eu le cancer. Après, elle a eu l'Alzheimer. Il fallait que je la déménage 4 fois. Après, elle a décédé. Puis après, j'avais une cousine que j'adorais, à qui je ressemble physiquement, mentalement. On avait tellement en commun. Elle meurt dans un accident d'auto. Fait que je te dirais que je me suis pas transformée incroyablement, mais j'ai eu une transformation mentale où tout était tout le temps assez beau and dandy. J'ai eu des défis dans la vie, là, c'était pas parfait. Mais sachant tout le temps que certaines personnes qui sont là, on dirait que tu te sens un plus superwoman. Puis quand ces enfants... Une amie m'avait dit une fois, écoute, ça fait longtemps, là, je devais avoir 20 ans, puis elle aussi, puis elle m'a dit, mes parents sont décédés, je suis maintenant une... comment tu dis ça? Un enfant qui n'a pas de parents. Là, un orphelin? Oui. Orpheline? Je suis maintenant orpheline. Puis là, j'avais trouvé ça dramatique, mais je n'arrivais pas à connecter tant que ça parce que c'était pas ma situation, c'était pas quelqu'un de proche, c'était une fille au bureau, puis tout ça. Puis j'ai dit, ben voyons donc, Suzanne. Ben non, mais qu'est-ce que tu dis dans ce temps-là? Tu sais, mais elle m'a dit ça, c'est resté dans un tiroir loin, mais quand mes parents sont décédés, j'ai fait... Ah, je suis orpheline. Comme ma cousine était un petit peu plus vieille que moi, puis je me disais, oh my God, tu sais, comme mes oncles sont décédés, mes tantes, plein de gens que j'ai adorés, là, un deuil après un autre deuil. Fait que je te dirais que le tournant dans ma vie, c'était de vivre à travers tous ces deuils-là de gens que j'aurais jamais pensé qu'ils allaient décéder. Mais c'est ça la vie. Mais j'aurais jamais pensé. Puis la cerise sur Sunday, ben c'était le COVID. Fait que quand il y a eu le COVID, comme je te dis, moi, j'ai toujours été en communication, fait que j'ai jamais cherché qui j'étais, mais on se cherche tout le temps un petit peu, c'est sain. Mais quand il y a eu le COVID, je me suis retrouvée chez nous, puis je me suis dit, ben là, je me sens vraiment comme seule au monde. Puis là, j'avais une petite voix qui disait, ben t'es bien niaiseuse. T'es pas seule pantoute. T'as un super bon mari dans l'autre pièce. T'as un super bon fils. T'as une super belle relation avec eux. Ta sœur t'appelle à tous les jours. Ton autre sœur aussi. T'es entourée. Peux-tu imaginer la personne qui a pas ces relations-là puis qui se sent vraiment seule? Puis j'ai aussi, tu sais, j'ai une bonne maison. J'ai un chien, un chat. J'ai, tu sais, comme un toit, comme pendant le COVID. Je me disais, mais il y en a qui n'ont pas ça, là. Fait que peux-tu imaginer comment ils se sentent si moi, je me sens seule,
Puis eux autres, ils sont vraiment seuls, là. Je connaissais des gens qui étaient tout seuls avec leur chien, puis là, le chien, il meurt. Mais, oh my God, comment elle fait? Tu sais, j'avais comme de la peine pour eux. Fait que je pense que là, j'ai eu un petit shift où je me suis dit, OK, il y a comme rien qui se passe. Je peux pas aller filmer mes clients. Je peux pas aller faire du networking pour aller chercher des clients. J'ai pas le goût d'aller sur les réseaux sociaux chercher des clients. Je sais pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Je pense que ce moment-là où je me suis sentie seule, ça a comme allumé une lumière dans ma tête qui a dit, OK, tu fais du vidéo, tu fais ci, tu fais ça, mais faut vraiment que tu fasses quelque chose encore de plus niché. Puis c'était d'écrire mon livre. Fait que puis j'avais un rêve d'écrire un livre un jour dans mon chalet que je n'ai pas sur le bord d'un océan quelconque. Et puis, j'écris pendant la journée. Tu sais, j'avais une idée romantique de faire ça. La romance, c'était le COVID. Il n'y avait pas d'océan, rien. Mais j'ai une belle pièce chez nous, puis avec un mur rose. Puis, ça m'a comme inspirée. Puis, j'ai dit, je vais écrire ici. Puis, j'écrivais dehors. Puis, j'écrivais. Puis, partout où j'étais, je marchais. Puis, j'écrivais. Puis, fait que je te dirais que le moment qui s'est... Tu sais, les deuils ont fait un certain chiffre dans ma tête qui fait, bien, la vie ne sera pas toujours rose. Les gens que t'aimes s'en vont. Puis, il faut que tu sois vraiment sur ton X. Fait que j'étais sur mon X, je faisais des vidéos, puis tout ça. Je faisais de la com, mais écrire un livre, puis gratter en dedans, puis dire, mais qui suis-je? Mais qui suis-je? Comment je peux écrire pour aider la personne qui est vraiment seule. Comment je peux aider? Puis ça m'a comme shifté de penser qu'en affaires, c'était plus, comment on va faire le prochain contrat? C'était plus, comment je peux vraiment servir, mais vraiment humainement servir. Puis c'est un mot qui m'a souvent décrit, ce mot-là, humain, mais je me battais un peu avec parce que je me disais, c'est corny, tu sais, je suis humaine, tu sais, quand je faisais faire la numérologie. Tu vois, toi, ce qui ressort le plus, oui, c'est quoi? Tu es humaine. Tu es comme, c'est bien poche. C'était pas comme quelque chose de plus intéressant à me dire, mais on dirait que j'ai fait comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais écrire un livre qui est le fun, mais qui a un côté humain pour aider les gens à se retrouver. Fait que mon chiffre, c'était les deuils puis le COVID. Ben oui. En sortant pendant le COVID, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont retrouvés justement face à eux-mêmes, qui ne savaient plus quoi faire, qui étaient comme, mais qui est-ce que je suis réellement? Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mes aspirations? T'sais? C'est quoi ma mission? C'est quoi mes valeurs? Moi, c'est ça qui m'est arrivé. J'avais jamais pris le temps d'y penser puis de m'asseoir. Puis pendant la COVID, en fait, c'est vraiment ça qui est arrivé. J'ai dû faire une méga introspection parce que à l'époque, je me sentais pas bien par rapport à moi-même. Je m'aimais pas, je me regardais, j'étais comme, mais qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je m'en vais? C'est justement pendant ces moments-là qui ont été plus difficiles que j'ai pris le temps de m'asseoir, de me demander quel impact est-ce que je veux avoir sur le monde, où est-ce que je veux m'en aller, qu'est-ce qui me passionne. Puis justement, pendant la pandémie, comme tu disais, tu as écrit le livre, mais tu parles aussi de la recette du bonheur, puis ensuite le succès qui s'en vient. Mais ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as réalisé pendant que tu écrivais ton livre ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu avais pensé auparavant? Tu sais quoi? Je me suis jamais assise pour y penser, mais je réalisais que moi, j'avais un petit quelque chose de différent de d'autres gens. C'était tout le temps ça qui me définissait. Puis là, je me souviens d'être jeune puis d'aller luncher avec une amie. Puis on commençait nos jobs, puis on était excités, puis ça. Puis moi, je travaillais dans les magazines. J'avais travaillé en agence de pub. Je travaillais dans les magazines. Puis dans les magazines, c'était excitant. Dans les magazines féminins, parce qu'à chaque 3 semaines, tu as un nouveau produit. Puis quand il y a 10 magazines, puis tu les avais gratuitement. Moi, je dépensais de l'argent là, au magasin. Là, je les avais toutes gratuitement. Ben oui. Puis là, c'était un magazine de mode, un magazine de déco, un magazine... Là, j'étais comme gâtée. Fait que mon produit changeait tout le temps. J'avais pas le temps de m'emmerder. Fait que j'étais bien excitée. J'aimais bien ça. Il y avait tout le temps quelque chose qui se passait. Puis là, je vais luncher avec une fille. Ça fait longtemps, je la vois plus, je peux te dire. Puis on allait luncher, puis elle dit, « Toi, t'es chanceuse. Tu fais ce que t'aimes. » Là, je me disais... Mais voyons donc, y a-tu quelque chose en arrière de ton dos, quelqu'un qui te contrôle que tu peux pas y aller? J'étais comme, mais voyons, est-ce quelque chose que je vois pas? Pourquoi tu fais, tu n'aimes pas ça ce que tu fais? Non, mais je fais de l'argent. Ça m'avait donné un frisson dans le dos, là, puis j'étais comme, sorry, la misère à connecter. Je peux comprendre qu'on a besoin d'argent, je suis pas contre l'argent, là, on en a tous de besoin, là, je vais pas être hypocrite, mais... que ce soit ta définition pour trouver une job,
pour avoir ta job, c'était comme, je me disais, mais j'ai plus rien à dire. J'étais comme... Fait que je te dirais que j'ai tout le temps eu ce côté-là qui était comme le bonheur, c'est important. Puis moi, mes parents étaient beaucoup plus vieux. Mes parents, moi, j'étais un accident, un heureux accident. Ma mère, elle s'est fait dire, vous n'aurez plus d'enfants. Puis ma mère, elle a regardé mon père, elle a dit, on a 2 beaux enfants, sont en santé, c'est correct. Puis elle a vendu toutes ses affaires de bébé. Puis la semaine après, elle a appris qu'elle était enceinte. Ben non. Fait que moi, je suis comme l'enfant, bang, allô, je suis là. Puis... j'ai toujours eu ce sentiment-là de happy, puis de il faut être heureux en premier, mais j'avais pas la preuve, j'avais pas la, tu sais, je pouvais pas convaincre quelqu'un de dire ça parce que moi, je le faisais instinctivement. Ouais. J'avais besoin d'une formule et un jour, j'étais à un cours de Harvard qui s'appelait dans le Happiness Management Course, puis je me souviens pas de la personne qui l'a dit, mais j'ai entendu ça, puis là, c'était toutes les recherches en arrière. Harvard, quand ils donnent des cours, là, c'est pas du wouhou, tu sais, il y a une structure, il y a des recherches qui ont été faites, c'est avec des scientifiques. Fait que c'était comme prouvé, c'était comme, ça vient de Harvard. Non seulement est-ce que moi, je le sens, puis j'ai tout le temps vécu comme ça, puis les gens autour de moi avaient cette philosophie-là, mon père, mon oncle, tout le monde autour de moi. Mais là, j'avais comme la preuve de Harvard. Fait que c'est ça. C'était pas comme c'était un aha moment quand je l'ai vu écrit. J'ai fait, moi, c'est ça que j'ai tout le temps pensé. Mais là, je peux le dire fièrement parce que je suis pas toute seule. C'est vraiment prouvé scientifiquement. Ouais. Fait que c'est ça. C'est drôle ce que tu dis parce qu'en tant que tel, quand tu parles de la fille qui fait son emploi juste pour l'argent, moi, ça me fascine toujours parce qu'on s'entend, oui, c'est important de faire de l'argent parce que t'en as besoin pour vivre puis d'être confortable. Puis on s'entend. Tu payes la maison. Tu connais la pyramide de Maslow, il faut au moins que le niveau 1 soit rempli pour que tu sois minimalement satisfait. T'sais. Mais en tant que tel, c'est pour ça, moi aussi, comme je l'ai dit dans d'autres épisodes, j'ai perdu mon emploi aussi il y a 1 mois. Puis j'ai pris le temps de me poser à l'époque puis de faire qu'est-ce que je voulais vraiment encore une fois. Fait que j'ai fait le même processus d'introspection. Puis ça faisait à peu près 2 ans que je disais que je voulais offrir du coaching en développement personnel. Puis là, j'ai comme eu l'impression que littéralement l'univers, la vie ou quoi que ce soit me disait « Now is the moment ». Fait que à partir de ce moment-là, j'ai décidé que peut-être que je vais pas faire d'argent pendant un petit moment, mais je pense sur retourner en entreprise et en ce moment, it feels dreadful. Comme j'ai aucune envie de retourner, j'ai tellement pas de poule. Puis même, ça peut être un coussin de sécurité. Je sais que je me ferais chier là-bas. Et je suis pas quelqu'un... Je ne suis Dis-nous pas ce que quelqu'un... tu penses vraiment. Ben, c'est ça. Mais le truc, c'est que... Tu sais, à moins que je pense que la situation vaille la peine qu'on en discute puis qu'on répare ça, je vais partir. Si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, puis je passe à un autre appel. Ouais, moi aussi, je suis comme ça. Ben, c'est ça. Puis moi t'as aussi. pas le temps. Mais pas tout le monde a Pas tout le monde a ce réflexe-là. Mais c'est ça. Puis moi, c'est tellement naturel. Là, ils suivent tout le monde. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui suivent. Tout le monde s'en va par là. Je m'en vais par là. Mais moi, je suis plus de pourquoi on s'en va par là? Es-tu fatigante, elle, avec ces questions? Mais oui, mais pourquoi on s'en va par là? Exact. Donne-moi la bonne raison, puis je vais y aller. Mais sinon, je ne suis pas. Exact. J'ai besoin de me faire convaincre. Mais moi, on s'entend, c'est parce que je fonctionne beaucoup au gut feeling dans la vie. Moi aussi. Et je le suis énormément. On se ressemble quand même beaucoup là-dessus. Puis... c'est ça, quand je me suis vraiment posée, j'ai fait comme, c'est pas ça qui me rend heureuse. Puis en ce moment, je peux dire que je suis la plus heureuse que j'ai été depuis très longtemps. J'étais déjà heureuse, mais là, après ça, avec mes petits hiccups, je suis de retour à un point où je pense que je suis vraiment sur ma voie, puis je me lève le matin, puis je suis heureuse. Puis ça, tu parlais de Harvard Management Course? Non, c'est Harvard Happiness Management Course, c'est ça. Puis moi, en ce moment, je lis beaucoup de Harvard Business Review. Ah ouais. Fait que je trouve ça drôle que t'en parles parce que I've been there too. Mais parlant du Happiness Management Course, je me demandais c'était quoi en tant que tel, qu'est-ce que ça explique. Je sais que c'est la psychologie positive, mais si tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet. Ben écoute, c'est sur le fait que c'est super intéressant. Si j'avais pu faire une maîtrise là-dedans, ou peut-être que je vais le faire un jour, là, mais remplacer les études que j'ai faites par celle-là, my God. Au fond, ça commence en te disant que la psychologie... Parce que quand on entend psychologie positive, on entend souvent, tu sais, il y a des gens qui vont dire « Ah là, elle s'en va dans le wood, là. » Puis c'est scientifique, là. C'est pas quelque chose qui a été inventé comme ça. Au fond, c'est Seligman, professeur Seligman, Dr. Seligman,
un Américain qui faisait de la recherche et puis il y avait des, comment tu dirais, des patients, là, mais c'est pas des patients, là, mais quand tu fais de la recherche, là, tu mets des gens de côté, puis là, tu dis, bon, il y en a 10 qui vont faire ça, puis il y en a 10 qui vont faire ça, puis après, on va voir, là, des sujets. Fait qu'il y avait ces sujets, puis là, il disait, bon, vous allez faire ça, puis il réalisait que dans certaines situations, tu sais, dans une situation où tout le monde devait s'en aller vers quelque chose de négatif qui marchait pas, il y avait tout le temps 3-4 personnes qui suivaient pas ce chemin-là, puis il disait, comment ça se fait? Puis, il a commencé à étudier ça. Alors, lui est devenu le père de la psychologie positive. Puis, ce qu'il dit, la façon qu'il l'explique, c'est la psychologie traditionnelle a toujours été chercher c'est quoi le bobo? C'est quoi... Pourquoi tu fais ça? Puis on va essayer de te mettre dans une catégorie. Alors, es-tu maniaco-dépressif? Es-tu aspergé? Es-tu ci? Es-tu ça? Puis là, on te colle une étiquette, puis là, tu vas dire... Je suis pas contre, là. Je pense qu'on a besoin de tout dans la vie. On a besoin des deux psychologies. Mais juste pour te donner une image grossie, c'est que la psychologie traditionnelle, elle cherche le bobo, puis elle va... Comment tu dis ça? Victimiser. Okay. Je suis la pauvre victime, je suis maniaco-dépressif, nanana. Puis, c'est bon de se connaître, c'est très bon de savoir qu'est-ce que tu es, mais il ne faut pas que tu baignes dedans, que tu deviennes juste bipolaire. Moi, mon magic word, c'est multidimensionnel. On est multidimensionnel. Oui, peut-être que tu es bipolaire, mais peut-être que tu es la personne la plus fun, la plus colorée, la plus ci, la plus ça, un super entrepreneur. On est multidimensionnel. Puis, c'est un peu ça, la psychologie positive, ben c'est de se concentrer sur tes forces. Et puis de dire, OK, maintenant, voici ta force. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Puis comment tu peux embellir ta vie pour que à la fin de ta vie, tu puisses dire, moi, j'ai été une personne heureuse. Fait que ça te donne des outils. J'ai fait des tests pour encore mieux me comprendre. Je l'ai fait parce que je veux aider les gens à être plus heureux, mais je me disais, si je leur dis, moi, je suis naturellement heureuse, je me suis dit, c'est pas vendeur. Mais si je peux dire, moi, j'ai le côté cœur que je le fais instinctivement, mais j'ai aussi les faits, les études de Harvard en tête et puis les scientifiques, ce qu'ils ont dit. Fait que je trouve que j'ai le cerveau complet, comme on dit. Puis c'est ça que j'allais chercher. Mais quand, à la fin de chaque cours, on avait des discussions, puis je voyais les gens qui prenaient le cours avec moi, il y en a beaucoup qui ils n'étaient pas heureux. Ils écrivaient dans leurs commentaires, tu sais, moi, je suis vraiment une personne malheureuse et j'aimerais changer ça. Puis je me disais, ouf, moi, c'est pas vraiment ça, là. Moi, je suis assez heureuse. J'ai une bonne résilience. Puis la clé aussi, au fond, tu sais, la conclusion de ce cours-là, c'était que ton bonheur va reposer beaucoup sur ta résilience parce qu'on va tout le temps avoir... Il n'y a personne qui est heureux 24 heures sur 24, 365 jours par année, toute l'année. Fait que comment on fait pour avoir une certaine résilience? Bien, c'est de se connaître, puis c'est d'essayer d'aller toujours trouver le côté positif, puis de travailler sur nos forces. Mais écoute, je pourrais t'en parler pendant 10 heures, là. Mais au fond, c'est ça. C'est pour compléter un peu la psychologie traditionnelle qui veut te victimiser, qui va te trouver c'est quoi ton bobo, mais tu n'es pas juste ce bobo-là. Tu es autre chose. Tu as des forces. Puis c'est de te concentrer sur tes forces, puis de dire, bien, comment on peut se concentrer sur ces forces-là? Un, les identifier, puis deux, après, te rendre plus fort pour foncer, puis aller dans la vie, trouver le bonheur. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, justement, quand quelqu'un est diagnostiqué bipolaire, dépressif, ou quoi que ce soit. C'est compliqué, le cerveau humain, là, il y a plein d'affaires. Là. On nomme ces deux-là, mais on ne se comprend même pas en tant que tel, le cerveau au complet. En ce moment, il y a encore plein d'études qui sont faites parce qu'on ne peut pas expliquer des choses qu'on ne comprend pas, en fait. Mais je trouve ça intéressant quand tu parles du fait que tu n'es pas juste bipolaire. Tu es un être incroyablement plus complexe que juste le diagnostic que tu as eu. Puis ce que j'ai entendu récemment, quand je faisais mes recherches sur l'intelligence émotionnelle aussi, pour plus avoir parce que moi, comme tu dis, ça vient naturellement en général. J'ai toujours été une fille qui est capable de bien comprendre les gens, je suis capable de bien gager
j'ai cette facilité-là à expliquer aux autres aussi. Mes amis viennent tout le temps me voir pour avoir mon avis sur une situation, pour leur expliquer pourquoi. Je trouve ça toujours drôle, mais en tant que tel, quand j'ai fait mes recherches, j'ai entendu quelqu'un qui disait aussi que lorsqu'on se sent, admettons, fâché, triste, heureux, quoi que ce soit, on a tendance à dire « je suis fâché » ou « je suis triste ». Ce qui fait en sorte que ça devient une partie de ton identité. Mais à la place, tu devrais dire « je me sens triste ». Ce qui n'est pas ce que tu es en tant que tel, c'est une émotion que tu as en ce moment. Très bon point, absolument. Mais c'est pas ton identité, tu n'es pas une personne triste. Tu te sens triste sur le moment, mais tu vas expérimenter une énorme vague d'émotions et de pensées qui ça peut changer pour le prochain moment. Ben c'est ça exactement, tu sais, ça peut être momentané, mais des fois, vu qu'on s'identifie à l'émotion, j'ai l'impression qu'elle reste. Oui, tu sais, quand je me disais, ça t'habite. Je suis triste. Je suis triste. Moi, c'était ça que je me répétais tout le temps, comme je me sens. Puis quand tu parlais aussi d'être seule, des fois, je pouvais être dans une foule de personnes, puis je me disais, je me sens seule. Et pourtant, je t'entourais avec plein de personnes. Puis juste le fait de répéter « je suis », ça fait en sorte que c'est devenu une partie de mon identité. Puis dès que j'ai commencé à faire le chiffre de « je me sens triste en ce moment », absolument. J'ai commencé à un peu me détacher de ça, puis voir aussi les vagues d'émotions qui venaient, puis un peu évaluer au-delà de juste la tristesse, qu'est-ce que je ressentais aussi. Puis des fois aussi, ce que j'ai lu, c'était on pose les mauvaises questions. Lorsqu'on est... je lisais sur le self-awareness, sur Harvard Business Review d'ailleurs, puis ça disait que souvent on se demande, je pense que c'était « How do I feel sad ?» ou c'est quelque chose, « Why do I feel sad ?» C'est ça, c'était « Why ». Puis le fait de se demander pourquoi, ça revenait au fait qu'on ramenait les raisons sur nous-mêmes. Donc, ben c'est parce que j'ai fait ça, ou j'ai fait X chose qui a fait sentir mal l'autre personne, et donc je suis une mauvaise personne. Puis à la place, la question, ça devait être tourné en « what ». What made me feel sad? Donc, qu'est-ce qui m'a fait me sentir triste? Puis là, tu te mets à attribuer ça à des raisons externes et une situation qui n'est pas nécessairement à l'interne par rapport à toi, mais plutôt qu'est-ce qui est arrivé objectivement parlant. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi. Puis justement, du fait que tu parles de la psychologie positive, je me demande aussi comment est-ce que les gens peuvent appliquer ça dans leur vie de tous les jours. Est-ce que tu as appris certains trucs et astuces, admettons? J'ai appris tellement de choses, mais au fond, ce que je voulais dire, c'était quand j'ai pris ce cours-là, je voyais les gens qui disaient moi, je suis vraiment malheureux, je veux faire ça pour être plus heureux, puis tout ça. Puis je réalisais qu'à travers les différents chapitres qu'on apprenait, j'avais passé à travers un peu dans mon livre. Fait que c'était comme si moi, je l'avais dit d'une façon, puis là, je le voyais d'une façon plus théorique, structurée dans mon cours. Puis, au fond, des trucs, oh my God, j'en ai 6 millions. Mais je te dirais que le premier truc, j'ai des petits trucs courts, mais souvent, les gens, ils veulent des affaires rapides. Puis, tu sais, c'est comme je te disais tout à l'heure, des fois, c'est des affaires, en anglais, on dit consistency. Tu sais, des fois, j'avais des clients qui venaient me voir puis ils me disaient toi, tu fais-tu des réseaux sociaux? Parce que là, j'aimerais ça avoir 5000 personnes qui me suivent. Puis là, je dis, mais si tu en as un qui te suit, puis lui, il achète de toi, c'est bien mieux. Fait que il fallait que tout le temps que je répète, c'est consistency, c'est pas juste une affaire. Puis dans la vie, c'est la même affaire. On cherche tout le temps la petite lumière qui brille. Mais je vais commencer avec l'affaire qui prend plus de temps, qui est consistency. C'est la consistance. Je suis pas sûre qu'on dit ça en français, là. Je pense que c'est la constance. Constance, merci. Oui, c'est de la constance. Constance, c'est d'autres choses. Puis, je te dirais, mon truc numéro 1, là, connais-toi toi-même. Les gens, ils se connaissent pas. Ils s'en vont dans une job, là, puis tu dis, mais pourquoi tu t'en vas là? Ben parce que, là, il y avait une offre d'emploi, puis j'y vais. Ben non, assis-toi, mais ça prend plus de temps. Assis-toi, puis essaie de réaliser qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimerais. Puis souvent, moi, j'ai écrit bien des listes là, quand j'étais jeune. Là, quand j'étais célibataire, puis j'étais célibataire souvent, j'avais des pertes, des peines d'amour, là, puis oh my God, est-ce que je vais rencontrer mon prince charmant un jour? Puis oui, je l'ai rencontré. Mais une fois, une dame m'a dit, fais une liste de tout ce que tu veux. Elle dit, là, il n'y a personne qui nous écoute, là. Ben là, il y a plein de monde qui nous écoute. Mais elle dit,
fais une liste de tout ce que tu veux. Fait que là, j'ai fait une liste là, du chum que je voulais. Là. Il était beau, il était grand, il était fin, il était intelligent, il était drôle, il écoutait mes longues histoires. Il pouvait faire des feux de foyer. Écoute, j'écrivais des affaires niaiseuses. Il fallait qu'il sache patiner parce qu'un Canadien qui ne sait pas patiner, c'est un peu poche. Il fait froid, puis tu veux... Moi, je tiens le bras de mon chum, là, puis je sais toujours pas bien patiner, mais heureusement que lui, il est solide. Il dit, tu vas m'arracher le bras. Mais heureusement, je suis là. Moi, je mets les breaks, puis tout ça. Mais j'avais tout écrit. Je savais exactement ce que je voulais. Mais des fois, je me retrouvais avec des gars. Je pense que les peines d'amour, ils t'aident pour trouver qu'est-ce que tu ne veux pas. Fait qu'il faut que... Puis le bonheur, c'est un peu ça. C'est d'essayer toujours de réutiliser les situations que tu as eues puis de dire comment je peux utiliser ça dans le positif. Bien, des peines d'amour, j'en avais. Puis mon Dieu, j'ai pleuré souvent toutes les larmes de mon corps. Mais ça fait vieux. Ça fait faire 25 ans, je suis avec mon chum. On s'aime tellement, là, on est tellement passionnés, mais c'est vraiment de savoir qu'est-ce que tu veux. Mais avant de trouver la bonne personne, avant de trouver la bonne job, les bons amis, tout, c'est... Si tu ne te connais pas toi, le truc, c'est de t'aimer toi. Puis tant que tu ne t'aimeras pas, tu vas rencontrer le mauvais gars, tu vas te retrouver dans le mauvais job, parce que ça commence avec toi. Il faut s'aimer soi. Fait que, tu sais, si tu te regardes dans le miroir, comme moi, je me regarde dans le miroir, puis je me dis, j'ai des freckles. Fait que là, ma soeur puis moi, on était là en Floride, on se faisait bronzer, puis passe-moi le concombre. On essayait d'enlever nos freckles, là, puis là, j'ai des cheveux roux. Puis, mais ils n'étaient pas cute roux comme toi, là. Les miens étaient plus carottes. Puis, j'allais chez la coiffeuse, puis elle me disait, t'as donc bien une belle couleur de cheveux. Puis j'étais comme, arc! Puis, tu sais, quand on est rousse puis on est différente de tout le monde, on veut blend in, on veut être comme tout le monde. Fait que là, elle me disait, il y a des femmes, Elisabeth, qui viennent ici pour se faire coiffer, pour avoir la même couleur que toi, t'as naturellement. Je dis, ben c'est ça, enlève-moi là, fais quelque chose. Je l'enlevais pas, là, je l'ai jamais enlevé, mais tout ça pour dire que le jour où j'ai regardé mes freckles d'une autre façon, puis j'ai fait, OK, j'ai des freckles puis j'ai les cheveux roux, je suis différente. C'est comme cool de pas être comme tout le monde. Puis des freckles, ça fait taquin, ça fait exactement ma personnalité. Mais finalement, j'aime ça, les freckles. Puis là, en m'aimant moi-même, puis en rencontrant du monde, je me disais, t'as des freckles, c'est tellement cute, j'aimerais tellement savoir des freckles. Puis je suis comme, really? Mais une fois que tu t'aimes puis que tu t'affirmes dans, tu sais, ça peut être des freckles, mais ça peut être des affaires plus compliquées aussi. Ça peut être, en tout cas, je nommerai pas des choses, mais il y a des affaires, des fois, qu'on n'aime pas de soi puis qu'on voit comme un défaut, puis il faut le tourner de bord, il faut l'utiliser, puis dire, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais l'aimer no matter what. Puis peut-être que les gens vont m'aimer en retour grâce à ça. Fait que, quels sont mes trucs? Mon truc numéro 1, c'est connais-toi toi-même. Puis la façon que tu peux te connaître, c'est de faire des listes de qui tu es. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas dans la vie? C'est quoi tes qualités? C'est quoi tes défauts? Parce que des fois, les gens te parlent, puis là, tu deviens comme offusqué, tu sais, des drama queens. Moi, j'ai jamais vraiment tiré ça. Non plus. Mais il y en a beaucoup. J'ai entendu plein d'histoires encore aujourd'hui, puis en vieillissant, il y a des femmes de 40 ans qui sont des drama queens, il y a des femmes de 70 ans. Puis c'est des gens qui s'offusquent. Comment ça, tu m'as dit ça? Mais c'est de l'insécurité. Puis quand tu te connais toi, tu dis, elle me dirait pas ça parce que moi, je suis pas comme ça. Fait que ça te touche pas. Fait que connais-toi toi-même, trouve tes qualités puis tes défauts. Vraiment un 360, là. Pas juste regarder, mon Dieu, que j'ai des beaux yeux. That's it. Non, j'ai ce défaut-là aussi. Fait que je vais faire attention. C'est quoi tes forces? C'est quoi tes faiblesses? Va-t'en pas dans une job qui est pleine de chiffres si t'es une fille qui est créative parce que tu veux faire plaisir à tes parents, parce que ça paraît bien. Sois la meilleure que tu peux être. Si t'es un artiste puis c'est pas in dans ta famille, ben fais-le in. Sois la meilleure artiste qu'il y a. Aime-toi, puis souviens-toi de qui tu es, souviens-toi de ton histoire, your empowering story. Quand tu avais 5 ans, tu voulais être quelqu'un. Quand tu avais 15 ans, c'est un autre quelqu'un. Retrouve cette personne-là en toi, retrouve ton empowering story. Je reviens tout le temps avec ça parce que c'est ça qui est la chose la plus importante. Puis trouve-toi comment tu te définis, puis après, tout va débouler, puis ça va bien aller. Mais si tu veux un truc bien court pour être heureuse dans une journée où tu te sens pas bien,
un truc que j'avais appris à Harvard, puis j'avais déjà entendu il y a longtemps, c'est ce que j'appelle, moi, le fake smile. Okay. Tu souris, puis quand tu souris, là, mais vraiment très fort, là, même si tu te sens pas bien, ce qui arrive, c'est que ton cerveau, il est un peu nono. Puis là, ben, il fait comme, elle sourit, OK, attends, ça veut dire, elle est de bonne humeur, OK, ça va bien. Puis là, ça envoie des messages dans tes neurones. Puis ça fait, OK, elle est heureuse. Fait que des fois, c'est des petites affaires niaiseuses comme ça, mais c'est quelque chose pour te convaincre. Tu sais, trouve des affaires qui te rendent heureuse. Fais ton... moi, je fais un petit, j'appelle ça mon happy égrégore. Puis dessus, j'ai toutes les choses qui me rendent heureuse. Fait que si jamais tu as une journée où tu te sens vraiment comme caca, puis tu sais pas quoi faire, tu t'en vas à ta map parce qu'on se souvient jamais qu'est-ce qui te rend heureuse, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui qui te rend heureuse. Je ne sais pas. Puis là, à la fin de la journée de ça, j'aurais dû faire ça. Bien là, tu as une liste, puis tu as les films qui te rendent heureuse, tes goûts, les gens, tes rêves, ton histoire, tu l'écris, your favorite food. Fait que va chercher les affaires qui te gardent positive puis heureuse. Puis même si c'est juste... Tu sais, j'avais une tante qui était super malade, super triste. Elle faisait de l'Alzheimer, elle se souvenait de rien. Puis là, tu dis, oh, pauvre elle, c'est triste, c'est lourd, c'est lourd. On l'a amené prendre une crème glacée, transformée. Ouais. Des fois, c'est une niaiserie. Fait que trouve ça, connais-toi toi-même, puis sais qu'est-ce qui te rend heureuse, même si c'est des petits flashs. Puis fais ton happiness portfolio. Trouve toutes tes affaires qui te rendent heureuse. Fais ton bucket list. C'est toutes des affaires qu'il faut s'asseoir puis prendre le temps. Puis des fois, on veut juste être étourdi puis on veut juste s'en aller vers l'affaire qui va vite. Mais pendant le COVID, il y a plein de gens qui se sont retrouvés puis qui ont dit... Tu sais, moi, je voyais des gens qui étaient en finance puis là, qui sont fleuristes. Puis je fais... Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, je fais enfin ce que j'aime. Ouais. Mais c'est bon, tu sais, comme je pense qu'il y a plein de gens qui se sont arrêtés puis qui ont... parce qu'on n'avait pas le choix. Mais je pense qu'un truc, c'est de prendre le temps à tous les jours. Il y en a qui appellent ça la méditation. Ça peut être de la méditation, ça peut être juste te réveiller le matin puis dire qu'est-ce que je veux ce matin. Ça prend 2 minutes. Tu te réveilles, tu es dans ton lit, tu bouges pas. Tu dis qu'est-ce que je veux de cette journée-ci. Puis c'est comme une map. Quand tu t'en vas en voyage, tu dis OK, bien là, on va écrire sur la map, on s'en va là. Est-ce qu'on y va par avion ou est-ce qu'on va rester à l'hôtel? Quel chemin on va prendre? Bien, c'est un peu la même affaire. Quand tu te réveilles le matin puis tu dis OK, mon objectif aujourd'hui, c'est d'être heureuse. Quel chemin je peux prendre? Je vais faire ça. 3 affaires puis let's go. Fait que mais pour ça, il faut que tu te connaisses. Ouais. Je trouve ça intéressant aussi ce que tu dis du fait qu'il faut pinpoint un peu ce qui nous rend heureux. Puis tu parlais de ta tante avec l'Alzheimer. Ça me fait penser justement parce que ma grand-mère aussi, elle avait l'Alzheimer. Puis elle, sa passion, c'était la musique. Donc, musique... Ça fait des miracles, j'ai oublié de le dire. Ben oui, moi, la musique aussi, ben dans ma famille, ça court. On avait mes grands-mères étaient profs de piano. Ma mère m'a fait faire du piano depuis que j'avais 4 ans. J'ai fait de la guitare, du chant, tout ce que tu peux imaginer. Fait que dans ma famille, ça a toujours été quand même assez présent. J'ai une famille assez artistique, en fait. Mon père fait de la peinture aussi sur le côté. Très cool. Ma mère fait son piano, elle a fait théâtre, danse. Fait que c'est vraiment ancré dans ma famille un peu l'aspect artistique, puis ça nous rend tous heureux. Fait qu'on a ça qui est safe, mais ma grand-mère, justement, vers la fin, elle avait peut-être 98-99. Puis à Noël, à l'hôpital, il y avait tout le temps un big band qui venait, parce que mon grand-père est à l'hôpital des vétérans, puis à chaque Noël, ils font justement une fête pour les célébrer. Puis ma grand-mère était tout le temps dans sa chaise recroquevillée, elle bougeait pas, elle ouvrait quasiment pas les yeux, mais quand elle est allée au big band et qu'elle a entendu les chansons, elle a réussi à se lever et à danser avec les infirmières. Imagine! Puis dis-toi, tu sais, dans Alzheimer, c'est fort, là. Oh oui! Comme, on dirait qu'ils ont certains moments de lucidité que d'habitude, ils n'ont pas parce qu'il y a justement ce petit truc qui les rendait heureux quand ils étaient jeunes, qui retrouvent cette petite lumière-là. Fait que je pense à ça, puis savoir qu'est-ce qui nous rend heureux, je trouve que c'est vraiment la base. Puis tu parlais aussi, dans le plus long terme, apprendre à s'aimer. Des fois, j'ai l'impression que tout le monde te dit d'apprendre à t'aimer, mais t'es comme, OK, fine, mais comment est-ce que je fais quand je m'aime pas? Puis que je vois pas d'avenue. Mais on a tous des moments où on s'aime pas. C'est ça, exact. Puis ça, c'est normal. C'est ça, la vie, ouais. Mais ce qui m'a aidé aussi, tu as dit, c'est la méditation, mais il y a aussi, moi, les affirmations qui m'ont aidé. Puis quand j'ai appris à rewire un peu la manière dont je pensais de moi-même, je me suis mis à me dire que mes différences me rendaient unique. Et les gens se rappellent pas de qu'est-ce qui blend in, ils se rappellent de qu'est-ce qui te rend unique, puis c'est ça ta beauté finale.
Fait qu'une fois que j'ai commencé à le changer, puis à me dire ça, je me suis mis à m'apprécier les trucs que j'aimais peut-être moins ou que je trouvais qui étaient pas justement comme dans la norme des beauty standards, admettons, de notre époque. Puis à partir de là, j'ai vraiment fait comme, j'aime ça être différente. Les gens se rappellent pas de qu'est-ce que tout le monde fait parce que c'est tellement normal. Ils se rappellent de qu'est-ce qui te rend différente, puis à quel point c'est inspirant et magnifique voir quelqu'un s'aimer malgré ça, tu sais. Oui. Fait que moi, une fois que j'ai commencé à changer ça, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Mais toi, est-ce que tu as des affirmations que tu te dis? Comment tu as un peu appris justement à apprécier? Y a-tu comme un déclic ou est-ce qu'il y a certaines phrases que tu te dis qui ont contribué? Quand les affaires vont pas bien, mon père, il disait une affaire, puis ça m'est toujours resté ancré. Puis si j'ai demandé, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça, puis tout ça, il répétait tout le temps la même affaire. Des fois, tu vas te dire d'autres choses, mais c'est parce que c'était tellement vrai. Il y en avait deux. C'était décider, agir, persister. OK. Fait que des fois, quand ça va pas, tu dis, je vais laisser tomber. Mm-hmm. Mais non, il faut que tu persistes. Il n'y a rien qui vaut pas la peine. Il n'y a rien qui vaut la peine, je ne sais plus comment le dire, là, mais si tu ne persistes pas. Ouais. Puis c'est drôle parce que j'ai eu un mentor à un moment donné, puis il m'a dit, moi, j'ajouterais quelque chose, puis là, je l'ai tout le temps gardé. Il dit, rêver, décider, agir, persister. Ah, c'est bon, ça. Puis c'est genre, wow! Fait que ça, c'est un de mes sayings que je garde tout le temps. Puis un autre, je te dirais que celui-là, c'est pas mal parce qu'on a tout le temps des moments où ça va pas bien. Fait que j'essaie, j'ai ça, puis je sais que dans nos têtes, écoute, c'est 85% des pensées dans nos têtes. On a, je sais pas si c'est 50 000, 60 000. 50 000. Je pense que j'avais lu aussi 50 000. 50 000 pensées dans une journée. 85% sont négatives. Fait que le petit 15%, là, il faut qu'il travaille fort. Fait que, tu sais, rêver, décider, agir, persister. Juste rêver, moi, je suis très bonne à rêver. Ouais. Je te dirais que c'est... Écoute, c'est drôle parce que tu parlais de musique, puis moi, je ne vais pas faire des... tu sais, je ne ferai pas des... il y avait dans Saturday Night Live, il y avait un gars il y avait une histoire comique qui est restée pendant 100 ans. C'est un gars qui se regardait dans le miroir, puis il se moquait un peu des sayings qu'on se dit, tu sais, puis il se regardait dans le miroir, puis il disait... I am good, I am nice, I'm good looking, I can make it. Tu sais, c'était comme I am beautiful and I can make it. Puis, il se moquait un peu de ça, tu sais. Fait que dans ma tête, je me disais, je vais-tu avoir un saying, mais je vais-tu avoir l'air de ça, puis ça. Ouais. Mais je te dirais que quelque chose qui me reste en tête, c'est quand je me sens pas bien, si j'ai un petit moment de irk, là, c'est comme tu disais, c'est la musique. Puis là, ça va être... c'est de la musique avec du beat qui est le fun, que ce soit Let's Groove Tonight. Il y a beaucoup de Earth, Wind and Fire qui vient juste de venir à Montréal, justement, puis je me disais, comment tu peux écouter ça sans être de bonne humeur? Exact. Puis ils ont une chanson qui est... Puis, tu sais, dans mon livre, j'ai des playlists, pas pour de rien, là. Mon cerveau fonctionne avec des chansons. Fait que des stations, peut-être moins. Il y a mon rêver, décider, agir, persister, mais c'est les chansons, là, je me retrouve souvent. Si vous me voyez en voiture, je vais vous entertainer, là, je chante à mon volant, puis des fois, je regarde les gens autour, puis je me dis, ben ça leur fait du bien, tu sais. Ouais. Mais c'est la musique, je vais prendre comme je vais entendre un refrain, puis c'est le refrain qui va me rester en tête. Je te dirais qu'il y a une chanson, j'étais en Europe, moi, je vois toujours la vie comme un peu je pense que quand on meurt, ce qui arrive, j'ai aucune science, là, mais je pense qu'on est comme dans des... dans différentes... dimensions? Oui, merci, je perds tous mes mots. On est dans différentes dimensions, puis je me dis des fois, si je meurs tout de suite, là, je me retrouve-tu dans une autre dimension, dans la même situation? C'est comme Sliding Doors, je ne sais pas si tu as déjà vu Sliding Doors, qui est un film excellent sur ça. Puis je me dis, OK, je me retrouve dans différentes dimensions. Est-ce que d'un coup, que j'aurais le contrôle de qu'est-ce que je peux voir? Puis...
rendre ça rose. Fait qu'il y a une chanson qui est de, c'est-tu Earth, Wind and Fire, Fantasy. OK. Puis ça dit, en tout cas, c'est comme si non, c'est pas Fantasy, excuse-moi. C'est une chanson, il y a Fantasy que j'aime beaucoup, mais il y a une chanson qui est It's Just an Illusion. OK. Fait que quand les affaires vont pas bien, des fois, je me dis, It's just an illusion. C'est juste une illusion. Tout va bien aller. Puis quand les affaires vont super bien, je me dis quand même, c'est juste une illusion. Ouais. Fait que profite-en. Fait que je te dirais que j'ai pas de saying de I'm the best puis tout ça, mais it's just an illusion, c'est chop chop, ça va bien aller, ou chop chop, apprécie-le. Fait que cette chanson-là me reste toujours en tête, puis je pense que notre vie est faite de moments. Puis d'un moment classique dans ma tête, c'est de prendre l'avion, de débarquer, d'arriver en France. J'étais dans un autobus, puis je me disais, « Oh my God, que c'est beau, je peux pas croire, je suis ici. Oh my God! » Puis dans mes écouteurs, c'était « It's just an illusion. Ouais. » Puis je me disais, « Ah, profites-en, parce que... » Mais ce moment-là, des fois, j'entends la chanson, puis je me vois en France, fait que ça me... Fait qu'en tout cas, je sais pas si ça répond à ta question, là, mais moi, c'est ça. J'ai des bouts de phrases de chansons qui me restent, puis que je me dis, chop, chop. Moi aussi, honnêtement, la musique, moi, c'est ma vie. Depuis que je suis jeune, j'en écoute tout le temps. Ma mère m'en faisait écouter quand elle était enceinte, fait que ça doit venir de là aussi. Mais tu parlais de ton moment quand t'es arrivée à Paris, en France, en fait, puis que t'écoutais Just an Illusion. Moi, en mars dernier, j'ai fait le premier voyage presque seule. Je m'en ai rejoint d'une amie à Milan. Mais quand je suis arrivée et que j'ai déposé mes bagages, j'ai mis mon cute outfit parce que je sortais de l'aéroport, j'étais un peu trash. Mais tu sais, je me suis maquillée, j'ai mis mon outfit, j'ai mis mon rouge à lèvres rouge parce que j'étais à Milan et j'étais comme, oh, what a good time to put it. Et dans mes écouteurs, j'avais Pretty Woman. Oui! Puis là, je marchais dans la rue, là. C'était tellement un beau moment, là. Je me sentais tellement heureuse, je me sentais tellement fière. Puis on dirait ces temps-ci, j'ai des playlists, moi aussi, pour quand I feel good. Ouais. Puis là, j'écoute ça, puis je suis comme, c'est sûr, je me sens heureuse en écoutant ça. Il n'y a aucune autre option que juste enjoy the moment. Puis moi, je suis une fille qui, dans la musique, j'écoute de tout. Moi aussi. Comme en ce moment, là, je suis vraiment sur Taylor Swift. Ma meilleure amie est allée voir le concert à LA la fin de semaine dernière. Puis ça m'a fait revivre des sentiments que j'avais quand j'étais jeune, que j'écoutais ses albums. Quand j'ai réécouté ça, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais écouté en tant que tel. Quand j'ai redécouvert ces albums-là que j'écoutais quand j'avais peut-être comme 10-11 ans, que j'ai découvert ça, je me sens tellement bien. Fait que là, je me suis fait de ma playlist de Taylor Swift. Mais ce qui est drôle, c'est que en même temps, j'écoute vraiment beaucoup de rock and roll. Moi, je suis une fan de rock dans la vie, années 80, 90, 70, name it. Et je m'en vais voir Metallica dimanche. Fait que je trouvais ça drôle parce qu'il y avait le mix de Taylor Swift dans ma playlist. Oh my God, ensuite, je suis Metallica. C'est ça, c'est genre les deux opposés. C'est assez différent. Oui, c'est ça. Mais en tant que tel, les deux me font jammer tout autant. Quand j'écoute du rock, moi, je me sens powerful, je me sens bold, comme je pourrais faire n'importe quoi. Comme la vie pourrait me lancer des roches, je serais comme watch me go. Moi aussi, parce que ça nous amène à des moments heureux, tu sais, puis c'est tout le temps rattaché à quelque chose. Moi, c'est comment ça s'appelait? C'est Hell's Bells, AC/DC. AC/DC, ça, c'est ma chanson préférée à vie. C'est pas une chanson heureuse, mais elle me transporte à des danses, parce qu'on avait du fun, où est-ce qu'on riait, où est-ce qu'on était toute une gang. La musique, c'est extraordinaire, puis c'est vraiment... c'est de la thérapie. Ouais. La musique, c'est vraiment de la thérapie. Tu peux vraiment écouter de la musique puis switcher comme ça. Ou même en jouer. Tu sais, des fois, tu joues tu as plein d'affaires en tête puis tu te mets à jouer du piano. Bon, évidemment, il faut que tu joues au piano. Ouais. Mais moi, je l'ai pris souvent quand j'étais jeune puis il me reste 10% de ce que j'ai appris. Ouais. Mais des fois, c'est juste d'aller jouer le petit morceau que j'ai appris, puis je fais « je m'en souviens, je peux jouer au piano, Puis, tu sais, ça te donne un petit boost. Tu fais j'ai quelque chose de plus de différent des autres, je peux jouer au piano. Oui. Mais, tu sais, c'est comparé à mon mari qui n'a aucune oreille, qui ne peut pas jouer. Mais, tu sais, je ne suis peut-être pas à côté de ta mère qui joue du piano, là, je n'irai pas là. Mais ça fait du bien la thérapie, là, c'est pas obligé d'être assis avec un psychologue ou un psychiatre pendant des heures. Certainement, est-ce que ça aide des gens, puis tant mieux, c'est parfait. Mais la musique, ça fait des affaires extraordinaires, comme la peinture, comme, tu sais, tout ce que... C'est comme si tu peux tout sortir, le méchant et le bon, puis le mettre sur papier, tu sais. C'est comme...
c'est extraordinaire, puis je pense que ça n'a pas assez de place dans notre société. Je pense qu'il faut qu'on en parle plus, que ça ne devrait pas être les artistes puis les autres. Ouais. Tout le monde devrait avoir un moment dans la journée où est-ce qu'ils font... Tu sais, quand tu fais de la cuisine, dans ta cuisine, quand tu fais une recette, c'est de la créativité, c'est de la thérapie un peu, tu sais, tu vas faire quelque chose pour les autres. Fait que, en tout cas, je diverge, là, mais quand je parle de bonheur, je m'en vais partout. Oui, mais c'est ça. Puis comme tu dis, j'ai l'impression que la musique, ça nous... Tu sais, des fois, on parlait du fait qu'on se sentait seul dans une foule de personnes. Oui. Mais la musique, ça fait en sorte que j'ai l'impression que ça nous permet de ressentir une émotion qu'on ressent, mais d'une autre personne. Ah, Pour oui. moi, c'est ça. Parce que, mettons, il y a des fois où je me sentais une certaine émotion plus négative, puis là, j'allais écouter une chanson, puis j'avais l'impression que la chanson expliquait exactement la manière dont je me sentais. Puis j'avais l'impression que personne d'autre pouvait comprendre ça avant que j'entende cette chanson-là. Ouais. Puis c'est comme l'énergie On quand n'est tu jamais vas... tout seul. Exactement. Puis c'est comme l'énergie quand tu vas à un concert, la synergie des personnes qui sont toutes ensemble en train de chanter les mêmes chansons au même moment, là. Pour moi, ça, c'est l'une des choses qui me rend le plus C'est ça, un heureuse. égrégore. C'est quand tout le monde est en même temps, vit une certaine émotion, une énergie, puis tout ce qu'ils veulent quand tu es à un concert, tout ce que tu veux, c'est écouter le concert, feel good, have fun. Tu pourrais convaincre ces gens-là quasiment de n'importe quoi. Là. Il y a comme une On est tous énergie ensemble. qui est là. Puis, puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui chantent. Tu sais, il y a des gens qui ont 81 Twin and Fire. Là. Il y a un gars, ça fait 50 ans qu'il fait ça. Oui. Là. Tu sais, 50 ans, ça veut dire qu'il a peut-être 70, 75 ans. Il a commencé sa première chanson dans les années 70. Fait que... l'énergie que certains avaient sur le stage, là, tu te dis, ben voyons donc, c'est un ado. Puis là, oups, tu le voyais sur l'écran, puis tu voyais ses cheveux gris, puis il gardait ses lunettes fumées pour pas montrer ses rides. Puis là, tu te dis, OK, mais l'énergie qu'il y avait, là, c'est à cause de la musique. Tu sais, c'est fort, la musique. C'est magique. vraiment fort. Ouais. Pour moi, là, si j'ai une définition de magie, je vais mettre le mot musique à côté. Oui, C'est sûr. oui. Puis là, je regarde le temps qui file tellement vite. Puis moi, je pourrais parler ça pendant des heures aussi parce que je suis passionnée de musique, développement personnel. I could go on and on about it. Bon, Mais aussi. est-ce qu'il y a des choses qui touchent le développement personnel auxquelles on a peut-être moins parlé, mais que tu aimerais nous partager? Je pense que le développement personnel... Ou la psychologie Ouais. positive? Ben, je pense que la conclusion de mon cours à Harvard, la conclusion de mon livre, c'était qu'on n'est jamais seul, puis que j'expliquais un égrégore, c'est fait de plusieurs personnes. Puis je pense que c'est de garder en tête que la chose la plus importante, c'est de cultiver ces moments positifs, puis c'est de connecter avec les gens, de se connaître, d'être sûr que soi-même, on est heureux. Puis quand on est heureux, bien là, on se connecte avec les gens, que ce soit de sortir de sa zone de confort. Je me souviens, une fois, je faisais un party, puis j'invite mon amie d'enfance, puis elle me dit, elle est plus réservée que moi. Moi, je suis bien extravertie, puis je veux que tout le monde soit là, puis tout ça, tu sais, je m'emballe, puis c'est ma fête. À chaque fois que c'est ma fête, à chaque année, j'invite toutes mes amies. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais encore plus d'amis qui venaient. Puis les gens n'osaient pas me dire, je veux pas y aller, tu sais. Mais une fois, il y a une de mes amies qui m'a dit, j'irai pas, Elisabeth. Puis là, je fais, hein? Pourquoi? Ben, parce qu'elle dit, tu sais quoi, Elisabeth, je sais que c'est... Puis elle est très réservée, tu sais. Fait que sur le coup, je comprenais pas. Elle me dit, c'est tes amis, ce ne sont pas mes amis. Puis là, j'ai fait, OK, mais elles sont toutes intéressantes. Il y a tout quelque chose que tu pourrais trouver. Puis, tu sais, j'essayais de pousser. J'étais plus jeune, tu sais, j'essayais de pousser. J'essayais pas de comprendre. Écouter, je te dirais que c'est bien important. Puis, j'essayais pas d'écouter. J'essayais de la convaincre. Puis, à un moment donné, j'ai vu que je ne peux pas la convaincre. Puis, j'ai laissé faire. Mais ça m'a fait de la peine. Parce que je me suis dit, tout le monde que j'invite a quelque chose de fort. Puis, j'aurais aimé qu'elle connaisse plus cette personne-là, plus ça. J'ai laissé tomber ça. Puis, je me suis dit, peut-être qu'elle a raison. C'est ça. C'est comme ça. Puis, quand j'ai pris le cours de Harvard, dans la conclusion, il disait que pour être heureux, oui, tu as ton monde à toi, mais il faut essayer de outreach, essayer d'aller voir des gens que tu connais pas parce que ça t'enrichit, parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas en avoir de besoin. Fait que finalement, ça me disait que cette amie-là, c'est moi, ça m'avait fait de la peine, mais que peut-être qu'elle avait pas raison. Mais je respecte ça. Ouais.
Puis je peux comprendre, des fois, ça me tente pas d'aller à un party, puis souvent, je me donne un petit coup de pied, puis je me dis, ben là, c'est parce que je suis fatiguée, c'est à cause de ça, c'est ça. Mais qui sait que je peux rencontrer? Puis quand tu rencontres des gens, il y a des portes qui s'ouvrent. Quand on voyage, on est bien ouvert, ben en tout cas moi, je suis bien ouverte à rencontrer du monde, puis je suis excitée à penser à qui je pourrais rencontrer. Puis la clé du bonheur, c'est de s'ouvrir, c'est d'essayer d'écouter l'autre, puis d'apprendre de l'autre, puis c'est une énergie qui se dégage, le bonheur. Fait que ça commence avec toi. Oui, des fois, tu peux te sentir seul, mais des fois, être seul, c'est très bon. Il faut avoir des moments seuls. Puis, une fois que tu as eu ton moment seul, puis que tu te connais, puis que tu es bien avec toi, bien là, il faut que tu aies connecté avec d'autres, pas seulement pour essayer de connaître les autres, mais on peut toujours rendre service à l'autre. Il y a une recherche de Harvard qui montre que si tu aides les autres, en aidant les autres, tu as une chimie qui se passe dans ton cerveau, une hormone qui se développe et qui fait en sorte qu'il te rend heureuse ou heureux. Fait que je te dirais d'aller vers l'autre, de faire du bénévolat. Si tu t'en vas dans un café, tu prends ton café, tu dis bonjour, tu sais, mais le sourire, moi, quand je marchais à tous les jours quand il y avait le COVID, puis je marchais encore à tous les jours, mais je marche comme des 10 kilomètres, puis tout ça. Puis je voyais le chauffeur d'autobus qui passait, puis l'autobus était vide parce que tout le monde était malade. Pas tout le monde était malade, mais tout le monde restait à la maison pour pas être malade, puis tout ça, on avait toute peur, on vivait dans la peur. Puis je voyais le chauffeur d'autobus qui avait l'air déprimé tout seul dans son autobus. Puis on se croisait tous les matins. Puis je me disais, si pas, si je le croise, puis je ne vais pas regarder ailleurs. Fait que je faisais « hi », puis je faisais un petit « allô ». Puis je voyais des gens dans la rue, puis je disais « hi, allô, bonjour ». Puis ça me rendait heureuse. Ouais. Puis là, j'avais comme des bêtes avec moi dans ma tête. Là, je me disais, OK, lui, il répond pas, c'est sûr. As-tu vu l'air bête? Mais mon défi était comme, je vais juste essayer. Je suis gênée, ça me tente pas. Ça se peut que j'ai la niaiseuse. Mais voyons donc. Puis je me disais, il y a personne qui te voit, là, arrête. Fait que là, je faisais, OK, on le fait 3, 2, 1. Bonjour! Puis là, je voyais la personne, qui sa face changeait. Puis il disait, bonjour! Puis là, j'étais comme, oh my God, il m'a répondu. J'ai perdu mon bête dans ma tête. Je me disais, oh my God, bien, il a répondu. Il avait l'air bête, mais tout d'un coup, il avait l'air illuminé puis gentil. Fait que je te dirais d'aller vers l'autre, de s'occuper de soi, puis d'aller vers l'autre de toutes les façons qu'on peut. Appeler les gens, nos parents, appeler nos amis. Aujourd'hui, on ne s'appelle plus. Non, on texte. Puis même qu'on ne texte pas, on fait, je pensais que tu étais occupé. Tu sais, des fois, les gens me disent ça, je sais que tu es occupé. Je suis comme, de quoi tu parles? J'ai toujours du temps pour te parler, comme. Puis les gens me disent, ben moi, j'appelle pas. Ben oui, mais c'est parce que là, après, on vieillit tout seul, puis on se dit, ben comment ça, personne m'appelle, puis nanana. Puis là, la vie est plate en titi. Fait que moi, je pogne le téléphone, j'appelle mes amis, j'appelle mes tantes, même si ça fait 3 ans, je les ai pas vues, tu sais, j'étais pas proche. Puis là, ils font, tu m'appelles, y a-tu quelqu'un qui est mort? Ben non, je voulais t'appeler, là, je veux savoir comment ça va, tu sais, la vie, elle va vite, puis tout ça. Puis, fait que. Aller vers les gens. Connais-toi toi-même, puis va vers les gens, que ce soit du bénévolat, que ce soit d'appeler des gens que tu aimes, que ce soit d'appeler des gens que tu connais moins, je sais pas, mais d'aller vers les gens. Oui. Non, mais que tu connais moins, tu sais, dans un café. « Allô, comment ça va? » Puis c'est incroyable. C'est des petits bonheurs, mais des petits bonheurs, ça s'accumule. Oui, c'est vrai. C'est comme les intérêts composés. C'est comme les intérêts composés en finance, les amis. Plus il y a de petits trucs, ça s'accumule, plus ça grandit à chaque fois. J'avais pas pensé à ça. Mais oui, effectivement. Mais je pense que c'est quelque chose. Le bonheur, c'est pas compliqué, tu sais, mais c'est large, c'est grand. Il faut savoir le voir, j'ai l'impression. Une fois que tu le réalises, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à le voir, mais une fois que tu es capable de voir le petit bonheur dans les petites choses de la vie qui sont pas nécessairement gigantesques, comme peut-être lever le matin, pour certaines personnes, c'est une célébration. Puis sinon... Mais ça devrait l'être pour tout le monde. C'est ça. On le sait pas. On le sait pas si demain matin, on va se lever. Tu sais, on peut le prendre pour acquis, mais la vie, là, c'est comme une loterie, puis on sait pas c'est qui va avoir la loterie de la maladie. Fait que il faut vraiment, comme tout le temps, en profiter, puis d'avoir les yeux grands ouverts, puis de se souvenir de son empowering story. Tu sais, qu'est-ce que tu voulais faire à 5 ans? Qu'est-ce que tu voulais faire à 15 ans? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui en utilisant tout ça? Tu sais, puis on vit, des fois, on dirait au jour le jour,
l'amour, tu sais, c'est comme, c'est comme tes intérêts, tu sais, on s'en va dépenser, là, je vais aller à ce show-là, je vais y aller, non. Puis le lendemain, t'as plus une scène, t'as plus d'énergie, t'as plus rien, puis ça, je sais pas qu'est-ce que... Mais non, tu sais, essaie de regarder le passé, de regarder tes chances. Tu me demandais qu'est-ce qu'on fait dans les moments difficiles. Bien, focus sur les affaires positives, même si c'est tout petit, mais vraiment, il faut... C'est la psychologie positive se focus sur le positif. Puis c'est ça qu'il faut faire dans la vie. C'est vraiment se focuser sur le positif parce que s'il n'y a pas de positif, on n'avance pas. Si tu veux aller dans un projet puis tu regardes juste un négatif, tu ne vas pas avancer. C'est sûr. Si tu veux tomber en amour avec quelqu'un puis tu tombes en amour avec puis oups, c'est pas parfait, ben hello, personne n'est parfait puis tu focuses juste sur ses défauts, ben il peut concentrer sur tes défauts, puis tu n'avanceras pas, tu n'auras pas une belle relation. C'est vraiment, tu sais, ça revient tout le temps. Fait que le 85% de négatif, là, il faut le combattre, le descendre, puis faire gagner le positif. Puis c'est cette voie positive-là qui devient une énergie positive, puis qui fait qu'on devient heureux. Ouais. Puis c'est ça exactement. Je trouve que tu as totalement raison sur le fait que c'est les petits bonheurs qui nous rendent heureux au final. Puis cette chaleur qu'on a manquée pendant la pandémie qui nous a fait réaliser à quel point on a besoin les uns des autres, je trouve que pour moi, c'est ça la clé du bonheur. Puis c'est aussi pourquoi je fais ce podcast, parce que ça me permet de rencontrer des personnes qui n'ont pas le même parcours que moi, qui pensent pas nécessairement de la même manière que moi, mais que je trouve tellement intéressantes et inspirantes. Puis c'est pour ça que je suis vraiment contente que tu sois sur le podcast aujourd'hui, pour que je puisse apprendre à te connaître. Puis toute ton histoire, tes connaissances aussi que tu nous as partagées. Donc, je te remercie vraiment pour ça. Mais écoute, il me reste une question à te poser avant qu'on termine cette entrevue. Je sais, j'aurais continué ça pendant des heures aussi, mais on est limité par le temps. Mais je voulais savoir justement, toi, qu'est-ce qui te rend fière d'être femme? C'est cette question. Ben, qu'est-ce qui me rend fière d'être femme? Je te dirais que je suis fière de cette sensibilité que j'ai et qui est une force tranquille. Je pense que les femmes, on a une force tranquille. Puis, je pense que c'est important de l'utiliser, de la mettre en valeur. Je pense que les gens qui font avancer les choses sont souvent des forces tranquilles. Ça peut être des femmes, ça peut être des hommes qui sont en contact avec leur côté féminin. Mais je pense que, je ne vais pas nommer des noms, là, mais tu sais, que ce soit... je pense à la première présidente de la SAQ au Québec, Catherine Dagenet. Tu sais, ça prend une force là, de passer à travers tout ce monde-là, là, puis... que ce soit Madame, c'était Rosie ou Rosa Parks, qui était la première femme qui a tout changé le mouvement pour, tu sais, juste en disant non, je me déplace pas, je reste assise ici. On va arrêter de séparer les Noirs des Blancs. Elle ne l'a pas fait avec violence. Elle ne l'a pas fait en criant. Elle est restée super calme. Le chauffeur, il a dit, on va appeler la police. Puis il a dit, you do that. No problem. Fait que je pense que moi, je crois vraiment qu'on est rendu à un moment où on a eu les petits gars qui s'énervent, là, puis qui crient, puis on va bâtir des murs, puis on va faire ci, puis on va faire ça, puis on va faire la guerre. Mais je pense qu'on se rend pas mal plus loin quand on est une force tranquille, quand on reste calme, puis qu'on trouve des solutions, on prend son temps, on trouve des solutions, puis je pense qu'on aurait je veux pas être sexiste, là, mais on aurait vraiment un meilleur monde s'il y avait plus de qualités féminines qui traînaient en politique, en business, partout. Puis je pense que c'est en train de se travailler. Je pense que le COVID a fait que on a eu le temps d'y penser. Puis, tu sais, il y a tellement de femmes extraordinaires au Québec. Quand j'étais jeune, il y avait Jeannette Bertrand. Elle a 95 ans aujourd'hui, puis elle est encore hyper sharp. Puis ce qui arrivait, c'est quand on écoutait son émission, mon père, qui était un homme qui était né... voilà longtemps. Il disait, ben là, on va pas écouter ça, mais nous, on était 3 filles, plus ma mère, 4 filles, fait qu'on gagnait. Puis elle avait des films qui s'appelaient Avec un grand A, la collection Avec un grand A. Puis il y avait tout le temps des messages. C'était des messages soit... sur l'homosexualité, sur la maladie mentale, puis on écoutait ça avec notre culture de ce temps-là et puis nos barrières.
Puis à la fin du film, puis à la fin de ses émissions, Jeannette Bertrand, elle nous faisait avancer. Elle faisait avancer la culture québécoise. On était plus ouverts. On se disait, j'ai pas pensé à ça. Parce qu'elle invitait, dans le temps, elle invitait des gens de tous les styles, puis elle leur disait, parlez-moi de qu'est-ce que c'est d'être comme ça, nanana. Puis là, la personne, elle parlait, puis on se disait, je me suis jamais mis dans la peau de quelqu'un comme ça. Là, je vais le voir différemment. Fait que ça prenait une femme parce que des fois, c'est à partir des discussions. Puis des fois, les hommes, je ne veux pas généraliser, mais c'est souvent ça, les hommes, c'est tout de suite, maintenant, on passe à l'action. Ouais. Puis si ça ne marche pas, on passe à la violence. Bien, des fois, il faut prendre son temps. Puis des fois, il faut creuser un peu, puis il faut essayer de comprendre l'autre. Ouais. Puis ça, c'est un caractère très féminin. Puis moi, je fais beaucoup de ça. Ça rend mon fils fou. Des fois, il dit, il y a un imbécile qui je mets. Attends, non. Tu vas pas me dire que ça se peut que ses parents se soient divorcés, qu'il y a eu de la peine, qu'il y a eu un deuil, qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça. Mais c'est vrai. Peut-être c'est juste un imbécile. Puis je reviens, il me convainc pas, je dis tout le temps, mais peut-être que quelque chose est arrivé dans sa vie, puis que si tu connectes avec ça, tu vas trouver pourquoi il est comme ça, puis peut-être qu'il y a un moyen qu'on peut l'influencer d'être autrement. Puis je pense qu'en allant le côté féminin, Mère Teresa était une femme, Oprah, elle ouvrait des portes, était une femme. C'était toujours d'essayer de comprendre l'autre. Quand on comprend l'autre, on peut aller plus loin. Puis je pense que ça, c'est la force des femmes. C'est la communication, c'est une force féminine. Puis c'est une force tranquille. Fait que voilà. Ici, pas de quoi je suis le plus fière. C'est mon côté de communication qui englobe une grosse partie de ma personnalité, puis de communiquer. Puis je pense que les femmes, on est là pour communiquer, puis de faire des liens. Tu sais, moi, je voulais être diplomate, je voulais faire des liens entre les gens. Puis c'est un peu ça, tu sais, je me disais, en étant femme, il y a un côté plus humain. Puis je pense qu'on est rendu à ce côté humain-là qu'il faut qu'on mette de l'avant. Il faut qu'on soit plus humain. Il faut qu'on essaye de regarder l'autre au lieu de juger tout le temps. Juger, c'est facile, puis ça se fait vite. Mais rarement, est-ce que ça donne des bonnes solutions? Fait que quand on essaye de comprendre, dire, cette personne-là a fait ça. Elle a vécu la guerre dans son pays, là, elle est arrivée ici, puis elle a eu ça. Attends, je vais l'aider, tu sais. Puis si on s'entraide tous, on va se rendre quelque part au lieu d'être seul dans son coin. Fait que, oui, la chose dont je suis la plus fière d'être femme, c'est notre force tranquille. Honnêtement, tout ce que tu dis, je suis totalement d'accord. Puis on s'entend, quand on parle de valeurs féminines, c'est pas nécessairement femme-homme, c'est surtout c'est typiquement féminin, quelque chose qui va être plus doux. Comme tu dis, cette force tranquille-là. J'ai l'impression que toi, t'es un excellent exemple de cette force tranquille et de communication pendant toute l'entrevue. Tu sais, t'es une excellente communicatrice. Merci. Puis ça paraît que tu es intéressée aux autres, puis que tu te donnes justement pour essayer de les comprendre puis de les aider. Ça paraît que tu es passionnée par ça. Donc, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de t'avoir sur le podcast. Moi aussi. J'ai adoré notre entrevue. Ça m'a inspirée comme jamais. Puis écoute, merci pour ton temps. Puis, merci pour le tien. Ça me fait plaisir. Écoute, je suis certaine qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont apprendre de cette conversation. Merci, j'espère. Puis... aimez-vous vous-même, puis aimez les gens autour de vous, c'est cucu, mais c'est ça. Absolument. Merci, Elisabeth. Merci à toi, Juliette.